Merci, Dr. Henry, pour cette très belle présentation assez exhaustive. Et j'appelle les deux autres conférencières, Dr. Cheuch et Dr. Kamoun, pour ouvrir la discussion. J'espère qu'elle va être intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dr. Malj. Merci beaucoup pour les trois oratrices. Ma question pour Dr. Cheuch par rapport au geste d'endoscopie interventionnelle chez les malades qui bénéficient de radiothérapie au préalable pour leur cancer. Ouais. Est-ce que, dans votre expérience, tu as eu ce genre de patient? Est-ce que ça entraîne vraiment une difficulté dans la réalisation de l'acte? Et puis peut-être une idée sur le pourcentage et le risque, les facteurs de risque d'avoir des sténoses sur prothèse. Pour la radiothérapie, il n'y a aucune contre-indication, ça peut se faire à tout moment. Par contre, le choix de la prothèse, généralement, les prothèses siliconées sont privilégiées parce qu'elles ne sont pas lésées par la radiothérapie. Sinon, dans notre expérience, franchement, la plupart des patients sont pris en charge vraiment avant le démarrage du traitement, que ce soit chimio ou radiothérapie. Il y en a quelques-uns après, mais pas particulièrement en radiothérapie. Par rapport à la deuxième question, le risque de resténose ou le risque de granulome, c'est les resténoses. On n'a pas suffisamment de recul, franchement, pour te donner un pourcentage, mais on en voit quelques-uns. Généralement, c'est des patients, particulièrement dans notre pays, on a un retard dans l'initiation du traitement et donc, du coup, ils reviennent rapidement parce qu'ils n'ont pas eu déjà ce qu'il fallait faire, que ce soit chimiothérapie ou radiothérapie. Donc, les quelques malades qu'on a repris, on a été amenés à mettre parfois une deuxième prothèse ou à faire un autre geste. C'était des patients qui, on a fait la résection endoscopique, on les a réadressés pour compléter, que ce soit chimio ou radio, et qui n'ont pas eu toujours le traitement avec un délai parfois long. Et donc, du coup, après, on les reprend pour traitement. Mais je n'ai pas vraiment de chiffres. Notre série, elle est en train de s'élargir. On va par la suite avoir nos résultats. En tout cas, bravo pour toi et pour toute votre équipe. Merci. J'ai une question d'ordre pratique pour les métastases osseuses. Quand on a un déficit en vitamine D, quel est le délai entre la correction, l'administration de vitamine D et l'administration du Zoledra? Et comment c'est que les ampoules sont dosées à 200 000? Comment vous faites sur le plan pratique? En fait, effectivement, parce que vu un problème de temps, je ne voulais pas détailler. On n'a pas des ampoules à 50 000 en Tunisie, on a des ampoules à 200 000. Donc on est obligé de prescrire 2 ampoules à 1 mois d'intervalle. Et dès qu'il y a une correction, on va démarrer le traitement antirésorptif. On peut ne pas attendre vraiment la correction parce que même sous traitement antirésorptif, on va garder la supplémentation en vitamine D et faire des contrôles réguliers. Bon, ma question à Dr. Cheuch, que je la félicite pour la qualité de son exposé. Vous avez parlé en fait quelque part de soins plutôt palliatifs pour les tumeurs évoluées. Ma question, c'est pour les tumeurs carcinoïdes. L'indication de traitement endoscopique, parce que je connais un peu M. Vergniaud qui défendait très bien vis-à-vis à la chirurgie. Donc la place de l'endoscopie dans le traitement du cancer de tumeurs carcinoïdes. Le traitement des tumeurs carcinoïdes, toujours le traitement chirurgical chaque fois que c'est possible. Mais dans les indications du traitement curatif, c'est généralement les tumeurs, uniquement les carcinoïdes typiques. Et les carcinoïdes avec une taille du volume tumoral inférieure à 5 cm3, sans invasion du cartilage, qui est accessible. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Et on privilégie la cryothérapie par rapport au respect du cartilage. Donc, Merci Nawel. Juste une question donc dans le même sens que la question de Dr Mahal. Généralement, on a tendance à se méfier chez les patients qui ont reçu une radiothérapie d'intervenir juste après par rapport au risque hémorragique. Ce qui est décrit, il y a plus de risques d'hémorragie. Maintenant, notamment en cas de désobstruction par la cryo ou autre technique. Qu'en penses-tu, Est-ce qu'il faut éviter de prendre en charge ce profil de patient, notamment s'il y a une irradiation médiastinale? Franchement, sur les recommandations, généralement, le traitement endoscopique il est préconisé chez des patients symptomatiques
si c'est une urgence, de toute façon, il faut y aller, quels que soient les risques. Généralement, le saignement, on arrive à le maîtriser par les outils qu'on a, on arrive à maîtriser les choses. Après, le traitement, si le malade, déjà, il a débuté son traitement, normalement, il est indiqué en échec d'une telle thérapeutique, que ce soit radiothérapie ou chimiothérapie. Donc, au moment de la radiothérapie, c'est exceptionnel d'avoir soit on l'a déjà conditionné, on l'a déjà traité endoscopiquement, on a soulagé le malade, ensuite on l'a adressé en radiothérapie, ou bien c'est un malade qui a reçu sa radiothérapie et qui progresse, généralement c'est après la radiothérapie. C'est vrai que dans la littérature, c'est décrit des épisodes, des événements, un risque hémorragique, mais c'est le choix de la technique et c'est qui peut diminuer le risque hémorragique. Moi, j'ai une question pour Dr Kamoun. En ce qui concerne le cancer à petites cellules, pour l'irradiation cérébrale prophylactique chez les patients en rémission complète, est-ce qu'il y a eu des études qui ont comparé l'effet justement de cette irradiation par rapport à une surveillance simple? On sait que les recommandations sont anciennes, avec des techniques d'imagerie anciennes. Donc, est-ce qu'il y a eu justement des études qui ont donc une surveillance avec traitement, bien sûr, en cas d'apparition de métastases? Alors, concernant l'irradiation cérébrale prophylactique, tout dépend du stade initial de la maladie. S'il s'agit d'une tumeur limitée au début, ça dépend également, c'est-à-dire s'il s'agit d'une tumeur T1 ou T2, N0, M0, les études n'ont pas prouvé de bénéfice de faire une irradiation cérébrale prophylactique si le patient a bénéficié d'un traitement curatif. Par contre, si c'est des tumeurs toujours limitées, mais un peu plus grande ou bien avec une petite atteinte ganglionnaire, par exemple un N1, l'irradiation cérébrale prophylactique a montré des bénéfices, surtout dans l'apparition de métastases cérébrales ultérieures, mais également pour la survie globale. Pareil pour le stade étendu d'emblée, donc les tumeurs étendues d'emblée, les études ont montré que en fait, si les patients sont en réponse après un traitement initial, cette irradiation cérébrale prophylactique diminuait le risque d'apparition de métastases cérébrales d'environ 40% et améliorait la survie globale.